Session parlementaire de janvier 2015. Bonjour Bruno Gollnisch. Bonjour. Vous êtes Charlie? Ce slogan est très ambigu. S'il s'agit de réprouver les abominables attentats qui ont été commis, pourquoi pas. Si en revanche il s'agit de s'assimiler complètement aux valeurs, ou plutôt aux contre-valeurs ou aux non-valeurs de ce magazine, dont il faut bien dire qu'il a pratiqué de façon absolument méthodique le dénigrement, le mépris, l'insulte pour tout ce que non seulement les croyants pouvaient avoir de plus sacré, mais aussi, je dirais, la famille, les institutions, l'armée, la police, dont un certain nombre d'éléments sont morts en tentant de les défendre. Non. Je ne suis pas Charlie. Je trouve d'ailleurs qu'il y a quelque chose d'ambigu et, pour tout dire, de totalitaire dans ce compassionnel obligatoire et dans ce slogan, précisément. Oui, en ce sens que, si vous voulez, tout le monde est poussé à le reprendre, c'est-à-dire à s'assimiler complètement à la ligne générale de Charlie Hebdo. Et si vous ne le faites pas, en quelque sorte, implicitement, vous êtes considéré comme un salaud, comme manquant au devoir de l'unité nationale et presque comme absolvant les assassins qui ont commis cet abominable forfait. Alors je dois le dire très clairement, on peut réprouver cet assassinat sans aucune ambiguïté, sans être obligé d'encenser à titre posthume les malheureux éditorialistes de Charlie Hebdo, que Dieu ait leur âme. Du coup, pas de manifestation pour vous dimanche dernier? Non, parce que j'étais en région parisienne. Et je crois que Marine a bien fait, avec un certain nombre d'ailleurs de nos amis, de manifester en province. Elle a manifesté à Beaucaire. Mais cette manifestation était extraordinairement ambiguë. Certes, elle est un formidable sursaut du peuple français. Enfin, qui réalise aujourd'hui que ce que nous avons dit depuis 40 ans sous les insultes, les horions, les quolibets, les agressions physiques, les agressions judiciaires, s'avère exact. Mais d'un autre côté, cette manifestation était très ambiguë. D'abord, nous en avons été exclus officiellement par les organisateurs. Que n'aurait-on pas dit si nous nous étions venus quand même, comme certains le suggèrent, y compris dans la presse, et s'il y avait eu des incidents? C'était spontané, il n'y avait pas d'organisateur particulier. Bien sûr que si. Cette manifestation a été commandée en quelque sorte à Manuel Valls par François Hollande. C'est Manuel Valls qui appelle Nicolas Sarkozy. C'est donc une initiative politique du gouvernement, et l'organisateur officiel, c'est M. Lamy, ancien ministre socialiste, qui d'entrée de jeu déclare que le Front National n'est pas le bienvenu. Et d'ailleurs, c'est assez extraordinaire, on a entendu durant toute la période qui a précédé, et celle qui a suivi aussi, que c'était une manifestation républicaine, et que c'était pour ça, d'ailleurs, que le Front National n'y était pas le bienvenu. Je ne sais pas qui a qualité pour nous exclure de la République. Vous dire aussi qu'il est un peu paradoxal tout de même d'accoler cette épithète à tout bout de champ. Parce que, comme l'a rappelé ce matin sur France 2, d'un télématin, l'historien Gersal, le mot de terroriste apparaît pour la première fois dans la tradition républicaine. Ce sont les partisans de la terreur contre les supposés ennemis de la Révolution, ce sont les robespierristes, et ça apparaît pour la première fois dans le vocabulaire français en 1794. Donc moi je crois qu'il s'agit en réalité d'attentats contre la France. Et si on voulait l'union nationale, il fallait évidemment y inviter toutes les formations politiques et ne pas dire on ne veut pas d'une formation politique qui représente aux dernières élections, le quart de l'opinion française. Et puis, le deuxième facteur qui fait que j'ai trouvé cette manifestation très ambiguë, c'est qu'elle a été évidemment monopolisée par les politiques. Et on a vu les partis du système qui défilaient en tête, sans compter les personnalités étrangères. Je crains que cette manifestation ne soit l'alibi de leur propre inaction. Ils sont co-responsables, aussi bien la fausse droite que la vraie gauche, de la situation actuelle. Je peux prendre des exemples très concrets. Par exemple, l'expulsion des délinquants d'origine étrangère ou la déchéance des doubles nationaux, qui seraient des mesures d'évidence qu'il faut prendre. Eh bien, je vous rappelle que c'est Sarkozy qui s'est élevé contre ce qu'on appelait la double peine à tort, et qui a maintenu en France un certain nombre de délinquants d'origine étrangère multirécidivistes. Bon, je ne voudrais pas que cette manifestation soit l'alibi de leur inaction. Moi, je crois que c'est l'un des buts
que la classe politique a recherché. Elle sera sans doute débordée par la réaction du peuple français. Et je ne serais pas étonné d'ailleurs que dans la foulée de cette manifestation, on prépare en quelque sorte l'union sacrée, la grande coalition, comme en Allemagne. Annoncé effectivement peut-être sur des élections régionales ou des... Voilà. L'Allemagne, effectivement, les manifestations de Pegida, est-ce que l'action d'Angela Merkel, qui était dans la rue récemment contre l'islamophobie avec les évêques allemands, est-ce qu'on va revivre aussi ces moments-là en France? C'est extravagant que l'on manifeste contre des gens qui expriment le refus de l'islamisation de l'Allemagne, ce qui est quand même... On nous bassine jour et nuit avec la liberté d'expression. Et on veut empêcher des gens, y compris physiquement, parce qu'il y a des contre-manifestations violentes contre eux, un nombre croissant d'Allemands de manifester légalement et pacifiquement contre l'islamisation de leur pays. C'est quand même leur droit, me semble-t-il. C'est le souhait de ne pas faire d'amalgame, de ne pas laisser les amalgames se faire entre islam, islamisme radical et terrorisme. Est-ce qu'il y a un problème d'islam en Europe? Alors ça, c'est un vrai problème. Ce qui est extraordinaire, aussi bien en France qu'en Allemagne ou ailleurs, c'est que on nous explique, un certain nombre d'imams patentés ou en tête, que ces attentats n'ont, je l'ai entendu 20 fois, rien à voir avec l'islam. Je crois qu'il faut se garder, moi, de deux écueils. Le premier, ce serait d'incriminer tous les musulmans, évidemment et heureusement. Les musulmans que je respecte en tant que personne et que je respecte dans leur croyance, même si je ne la partage pas, si je la crois erronée, les musulmans sont en majorité pacifiques. Bon. Et en ce sens, il n'y a pas de raison de tous les stigmatiser. Mais à l'inverse, prétendre, comme le prétendent certains, y compris les autorités musulmanes, que ces attentats n'ont rien à voir avec l'islam, c'est se moquer du monde. J'ai eu ce débat à la radio suisse romande de Genève avec un imam qui disait « ça n'a rien à voir avec l'islam ». Je disais « si, ça a à voir avec l'islam ». Parce que le problème, c'est que ces extrémistes, ces assassins, ils peuvent trouver dans le livre que les musulmans considèrent comme sacré, comme la révélation divine, ils peuvent trouver quantité d'incitations à la guerre sainte, quantité d'incitations au meurtre des chrétiens, de ce qu'on appelle dans le Coran les associationnistes, c'est-à-dire ceux qui associent le Christ à Dieu. Et j'ai cité, par exemple, la sourate 9 du Coran, etc. Alors on me dit, oui, mais non, ce n'est pas la bonne interprétation. C'est vrai qu'il y a des musulmans libéraux qui interprètent cela différemment. Bon. Mais le problème, n'est-ce pas, qui est un défi qui est lancé au monde musulman, à l'islam, et une question qu'avait posée légitimement au milieu d'un tollé de protestations le dernier pape, le pape Benoît XVI, c'est le suivant. Il est arrivé dans l'histoire que les chrétiens se comportent de façon brutale, violente, sanguinaire, etc. Mais ils ne pouvaient pas trouver de justification à leurs actes dans l'Évangile. En revanche, les salafistes, les extrémistes, les fondamentalistes islamistes qui agissent de la façon que nous avons vu, ils peuvent trouver dans le Coran des justifications. Alors que faire? Il y a un débat cet après-midi au Parlement européen sur la politique de sécurité, la politique de défense commune. Est-ce que le Front National va s'associer à cette démarche des eurodéputés? Alors, s'il s'agit d'intensifier l'échange de renseignements, la coopération internationale en matière de police, de sécurité, de justice, d'entraide judiciaire, etc. Pourquoi pas? Bien sûr, le phénomène étant international, il doit être aussi combattu dans sa dimension internationale. S'il s'agit en revanche de procéder à des transferts de souveraineté, comme on l'a fait jusqu'à présent, avec notamment l'accord de Schengen, je vous rappelle que l'accord de Schengen, c'est ce qui permet à des étrangers d'arriver en un point quelconque de ce qu'on appelle l'espace Schengen, qui englobe plusieurs États, et une fois qu'ils y sont admis, ils peuvent se répandre dans tous les autres pays sans plus aucun contrôle. La preuve en est d'ailleurs, c'est que si vous prenez l'avion de France pour l'Allemagne, par exemple, ou d'Allemagne pour l'Italie, vous voyez bien qu'il n'y a à l'arrivée aucun contrôle pour les ressortissants de l'espace Schengen. Et ça, je crois que ce système a fait la preuve de son inefficacité. Alors on me dit oui, mais les auteurs de ces attentats n'étaient pas des étrangers, ils avaient la nationalité française. Eh bien, ils n'auraient jamais dû l'avoir.
C'est ça la réalité. Et en réalité, c'était des doubles nationaux qui, après leur premier forfait, puisqu'ils avaient pour la plupart des casiers judiciaires en forme d'accordéon, et plusieurs condamnations à leur actif, ils auraient dû être déchus de la nationalité française et renvoyés dans leur pays d'origine. Alors est-ce qu'on fait un Patriot Act ? Est-ce que un Guantanamo français, on voit le rapport terrible sur la torture de la CIA, qui vient d'ailleurs d'être enterré, ce rapport. Est-ce que la solution des Américains est la bonne pour assurer la sécurité sur le territoire national et sur le territoire européen ? Je ne suis pas favorable à la création de zones de non-droit, comme cette incroyable enclave de Guantanamo, qui est, je vous rappelle, une base sur le territoire cubain, et qui sert à incarcérer des gens qui, pour la plupart, ont été trouvés en Afghanistan, qui ne sont, n'est-ce pas, de deux choses l'une, où ces gens sont des terroristes, des criminels, qui ont commis des actes de barbarie, etc. Auquel cas, ils doivent être jugés. C'est évident, il est quand même la garantie des droits de la défense respectée. Sinon, nous piétinons, nous bafouons nos propres principes. Ou bien ce sont des prisonniers de guerre, et à ce moment-là, ils doivent être traités comme des prisonniers de guerre et visités par la Croix-Rouge, etc. Là, je crois que les erreurs qui ont été commises en matière de politique étrangère par les États-Unis d'Amérique, par l'OTAN, la destruction méthodique de l'Irak, l'appui qu'on a prêté, au moins dans un premier temps, au mouvement insurrectionnel en Syrie, la participation de l'OTAN et surtout de la France à l'instigation de M. Bernard-Henri Lévy à la destruction de la Libye, qui est aujourd'hui un champ libre laissé aux diverses factions islamistes. Tout cela a fait naître à l'égard de l'Occident une haine dont nous venons seulement de prendre conscience. Et cela est aussi une très grave responsabilité de notre politique étrangère, de la politique étrangère de l'Union européenne et de la politique étrangère de l'Union européenne en ce qu'elle est en réalité complètement asservie à celle des États-Unis d'Amérique. Alors Bruno Gollnisch, même au-delà de tout cela, il y a les sujets de la théologie musulmane. Je crois qu'il y a un ouvrage que vous pourriez conseiller. Non, pas un ouvrage, mais plusieurs. Bon, je sais qu'on n'a pas toujours le temps de lire. Le vrai visage de l'islam, un livre de M. Al-Kader qui est disponible, je crois, aux éditions Kyrolos, K-Y-R-O-2-L-O-S. J'espère qu'il est toujours dans le commerce. Je crois qu'il est très éclairant sur ce sujet parce qu'il donne un certain nombre de sources qui sont indiscutables et que l'on peut vérifier également sur les sites musulmans eux-mêmes. Également le livre « L'islam sans complaisance » de mon ami et ancien député européen Bernard Anthony, qui lui part précisément du Coran, de ce qu'on appelle les hadiths, c'est-à-dire les récits de la vie de celui que les musulmans considèrent comme leur prophète, et qui est publié aux éditions Godefroy de Bouillon. Je crois que ces deux livres peuvent donner une dimension d'une critique de l'islam qui n'est pas une critique insultante ou injurieuse, comme celle qui a pu être, que l'on a pu trouver dans les colonnes de Charlie Hebdo, mais qui est une critique argumentée. Et puis, je dirais qu'il y a aussi des musulmans libéraux, mais sont-ils véritablement représentatifs de l'islam? Je pense à une personnalité tout à fait respectée, comme Mohamed Harkoun, pour une critique de la raison islamique. Pour une critique de la raison islamique. Voilà le titre de son livre, qui est publié chez l'éditeur orientaliste Maisonneuve et Larose. Et puis, un petit livre, je ne sais pas s'il est vraiment disponible dans le commerce, qui est extrêmement intéressant et qui montre les difficultés précisément pour le monde musulman de cette interprétation, de se démarquer d'une interprétation littérale du Coran. C'est un petit livre qui s'appelle « Le takfirisme », qui est écrit par un docteur musulman, Cheikh Al-Utaybi, qui est destiné aux musulmans salafistes, extrémistes, qui pratiquent le takfir, c'est-à-dire en quelque sorte l'excommunication d'autres musulmans qui veulent déclarer mécréants ceux contre lesquels ils ont aussi l'intention de se révolter. Et on voit bien, quand on lit ce livre, toutes les difficultés internes au monde musulman, toute cette exégèse des savants, des docteurs, et des savants et des docteurs les plus anciens, parce que, comme j'ai eu l'occasion de le dire, le grand problème de l'islam, c'est que l'interprétation, la critique,
sont fermées. La formule qui est la plus courante, c'est les portes de l'ijtihad. L'ijtihad, c'est précisément cette interprétation, sont fermées. Elles sont fermées depuis le XIe siècle. C'est-à-dire que depuis cette date-là, pratiquement ceux qui veulent se démarquer d'une interprétation littérale des textes, ils sont suspects de bida'a, c'est-à-dire d'hérésie. Ce sont les novateurs et hérétiques, c'est pratiquement identique. Oui. C'est pratiquement la même critique, la même épithète qui s'adresse à eux. Alors moi je dis que ce problème doit être posé. On ne peut pas dire par exemple que les événements actuels n'ont rien à voir avec l'islam. C'est aussi absurde que si moi catholique je disais l'Inquisition n'a rien à voir avec le catholicisme. Alors l'Inquisition n'a peut-être rien à voir avec les évangiles, elle n'a rien à voir avec une véritable conception du catholicisme. Elle est sans doute une déviation, un excès, etc. Mais on ne peut pas nier le lien. C'est comme si on disait que les guerres de religion entre catholiques et protestants qui ont endeuillé l'Europe n'avaient rien à voir avec le christianisme. Ce serait parfaitement absurde. Et quand on nous dit par conséquent que les crimes qui ont été commis, et bien d'autres, ou les égorgements de prisonniers, ou les actes terroristes qui se commettent quotidiennement en Irak, qui font des dizaines de morts, n'ont rien à voir avec l'islam, c'est une stupidité absolue. Donc essayons de réparer cette méconnaissance, et c'est peut-être ce qui évitera justement les vrais amalgames. Oui, je pense. Et puis je crois que c'est un défi qui est lancé aussi au monde musulman, et ça doit être aussi pour nous l'occasion, évidemment, d'une connaissance. Il faut savoir à qui l'on a affaire. Il faut savoir quels sont les arguments de ceux que l'on considère comme des adversaires ou comme des ennemis. Il ne suffit pas de les qualifier de terroristes et de dire qu'ils sont des électrons libres, puisque ça n'est pas vrai. Puisque ça n'est pas vrai, sachons ce qui les unit et sachons quelles sont les conceptions qu'ils développent entre eux. Alors Bruno Gollnisch, pour un agenda large, on envoie vos téléspectateurs sur votre blog, mais il y a quelques rendez-vous, je crois, pour les Galettes des Rois, dans le cadre notamment des élections départementales. Vous êtes à hier, le 22 janvier. Oui, j'étais à Montluçon, il n'y a pas très longtemps, samedi mais dernier. Évidemment, je retourne à hier aussi, et je serai heureux de revoir mes amis hierrois à cette occasion. Je vais également prochainement en Seine-Saint-Denis, département difficile, comme chacun sait, où nos amis sont particulièrement héroïques. Le 6 février. Voilà, le 6 février. J'espère pouvoir m'y rendre moi-même, nos amis, à se rendre le 25 janvier à la Marche pour la vie. Je ne suis pas sûr d'avoir la disponibilité qui me permettrait d'y être moi-même comme les années précédentes. Mais je crois que c'est important en un temps où précisément on voit le combat en faveur de l'euthanasie qui renaît et qui voudrait supprimer en quelque sorte un certain nombre de malades ou de vieillards considérés comme inutiles à la société. Je pense que plus que jamais il est nécessaire de défendre la vie contre ce que le regretté pape Jean-Paul II appelait la culture de mort. La réaction, c'est la vie, c'était le titre d'un de vos livres. Alors on verra pour la prochaine vidéo le coup de gueule du réac, peut-être. Oui, l'actualité a été particulièrement chargée. Je précise à l'intention de France 2 qui m'avait accusé en quelque sorte d'utiliser ce plateau pour parler autre chose que des sujets européens. Oh horreur, que les attentats de Paris ont été évidemment largement traités dans ce Parlement européen, comme le sont aujourd'hui les problèmes de sécurité inter-européenne. Voilà. Merci Bruno Gollnisch, à bientôt.